tiers de colonne, un tiers de colonne à peu près. Mais il est à tous les spectacles, enfin pas tous les soirs, mais en gros plusieurs fois par semaine, tous les spectacles théâtraux et musicaux, et il fait le compte-rendu dans le journal. Et donc c'est intéressant parce que par rapport par exemple au développement du prolet culte en Union soviétique, où c'est l'idée que non, il doit y avoir une complètement nouvelle culture qui sera uniquement prolétarienne. Et lui dit oui, la culture c'est fondamental. On a la même idée que le prolet culte au sens où on pense que la question culturelle elle est centrale pour nous aussi et pour les ouvriers et pour les masses populaires en général. Mais il ne s'agit pas de laisser de côté tout ce que l'humanité a produit comme culture, mais au contraire de l'assimiler. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, sur la question du catholicisme et du christianisme, en gros, pour lui, le modèle de l'Église est un modèle qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, savoir comment ça marche, mais évidemment avec l'idée que c'est en quelque sorte un contre-modèle. C'est-à-dire que la question qu'il voit dans le catholicisme, c'est que, parce qu'il parle du catholicisme, oui. En Italie, tu parles du pape, des trucs, voilà. Oui, c'est le catholicisme. C'est le catholicisme. Je veux dire, ça s'est réglé dès le XVIe siècle, c'était le catholicisme et rien d'autre. Et les autres, ceux qui n'étaient pas pour, ils sont partis en Suisse, oui, en Allemagne et en Angleterre. Et ils ne sont pas restés en Italie parce qu'on les a aidés doucement à partir. Et en gros, voilà. Donc ils pensent que le catholicisme, tout en sachant qu'il doit pas couper ses intellectuels de la masse des croyants, en gros, ne veut pas faire évoluer les croyants vers justement ça, cette idée de récupérer la culture, cette idée de récupérer une pensée, ce qu'il appelle faire évoluer le sens commun dans plus, mieux, plus de compréhension, plus de choses. Et donc, à la fois, il sait ce qu'est le catholicisme en Italie, il sait que c'est fondamental, et il sait que l'enjeu du débat qui doit avoir lieu et de la lutte politique qui doit avoir lieu, c'est de prendre cette place. Et c'est ça qu'elle veut dire, la phrase. Ouais. Alors, est-ce qu'il croit qu'il va se dissoudre le catholicisme ? Non, il ne pense pas que ça va se dissoudre. Il pense qu'il y aura un combat idéologique, culturel, intense. Et que si les socialistes, parce que quand il écrit ça, il est encore socialiste, il n'y a pas encore le Parti communiste, mais les communistes par la suite, s'ils savent se battre, ils peuvent, en sachant qu'en face, il y a des encyclopédies, il y a des journaux, il lit, quand il va être en prison, ça va être un des grands lecteurs justement de la revue des Jésuites, la Civiltà Cattolica, il a tous les numéros, il les a tous lus, il sait ce qu'ils font, et il dit, et c'est important, jusqu'aux bulletins paroissiaux, parce que nous aussi on doit avoir nos équivalents de bulletins paroissiaux. Voilà. C'est-à-dire que c'est une continuité, et il sait ça, mais avec comme... il utilise l'expression de Tolstoï, les simples. Et il dit, eux, les simples, ils veulent simplement qu'ils restent à leur place. Et nous, on veut qu'ils deviennent des dirigeants. C'est ça l'objectif. D'accord. Nous sommes donc en 1914-15. Vous le savez, l'Europe entre dans le premier conflit mondial. Et l'Italie est un peu particulière parce qu'elle n'entre pas dans la guerre à l'été 14. L'Italie va entrer en guerre à la fin du mois de mai 1915. Et il va y avoir un vrai débat dans une bonne partie des élites italiennes entre les neutralistes et les interventionnistes. Et ce sont les interventionnistes, je dirais, pour des raisons sur lesquelles on ne peut pas s'approfondir aujourd'hui, qui vont gagner la partie. Alors, j'imagine évidemment que Gramsci, sur la question de la guerre, et pas seulement de l'entrée en guerre de l'Italie, se positionne. Il fait partie de ces hommes qui combattent le conflit mondial et qui va le vivre comme, je dirais, une épreuve historique conséquente, voire même capitale. Alors, c'est assez
C'est intéressant parce que on sait que le principal socialiste qui passe à l'interventionnalisme, c'est Mussolini. Donc il y a un moment donné, et Mussolini commence par un article qui après l'amène à être exclu du Parti socialiste, mais il a déjà prévu le coup, il a déjà le journal, les fonds pour le journal qui, comme vous le savez, viennent des Français. Enfin bon. Et lui hésite un peu parce qu'il entend, il n'a pas compris que Mussolini en fait faisait ça, écrivait un texte qui s'appelait Neutralité active. Et lui aussi se demande si c'est pas une bonne idée d'être actif, que le prolétariat, que les masses populaires soient actives dans ce processus de guerre, parce que il pense à ce que ça peut donner une guerre. Hein, et il n'aura pas complètement tort, puisque malgré tout, c'est ce qui a provoqué la révolution russe, la lutte contre la guerre à un moment donné. Mais bon, quand il voit très vite, puisque Mussolini en fait a prévu déjà de sortir Il Popolo d'Italie et de faire une propagande intense pour l'entrée en guerre, etc. Il revient à la position de son parti, qui est une position neutraliste. Mais malgré tout, il est attiré par l'idée que de cette guerre peut naître quelque chose. Voilà, c'est ça la différence avec la ligne officielle du parti. Alors cela dit, il va garder après, il va s'allier, mais c'est un processus compliqué avec toute une partie du Parti socialiste qui va finir dans les rangs du communisme, mais avec cette idée qu'il y a quand même eu une spécificité du Parti socialiste italien, qui est le seul grand parti socialiste européen à avoir refusé la guerre. Et c'est quand même pas rien, parce que je veux dire, alors en France, il y aurait peut-être eu Jaurès, mais ils l'ont tué. Donc, et après, il n'y a plus personne qui a fait la lutte pour la neutralité. En Allemagne, il y avait les petits groupes qui après feront la révolution spartakiste, etc. Mais la masse du SPD à Paris, et la masse des socialistes français à Berlin. Voilà. Le Parti socialiste italien maintient sa ligne toute la guerre. Alors, avec l'idée, on ne sabotera pas, mais on ne participera pas, etc. Donc c'est un moment, vous l'avez compris, important pour le mouvement socialiste italien et pour l'Italie elle-même. Et durant cette guerre, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a 1917, la révolution dans l'Empire russe. Et là, on a le sentiment qu'il accueille l'événement, alors avant même l'arrivée d'ailleurs de Lénine au pouvoir, mais avec exaltation. Je lis juste un extrait quand il apprend la fin de l'Empire tsariste. C'est là le phénomène le plus grandiose qui ait jamais été produit par l'œuvre humaine. Le malfaiteur commun est devenu dans la Révolution russe l'homme tel que l'avait prêché Emmanuel Kant, le théoricien de la morale absolue, l'homme qui dit « l'immensité du ciel hors de moi, l'impératif de ma conscience à l'intérieur de moi ». C'est la libération des esprits, c'est l'instauration d'une nouvelle conscience morale qui nous révèle ces petites nouvelles. C'est l'avènement d'un ordre nouveau qui coïncide avec tout ce que nos maîtres nous avaient enseigné. On sent bien, je dirais, l'enthousiasme. Donc effectivement, il vit ce moment 1917 avec enthousiasme. Il n'y a aucun doute qu'il est enthousiaste, mais il y a un peu de quoi. C'est-à-dire que ça, c'est après février, en fait. Oui, c'est ça, c'est après le... C'est après février, c'est pas encore après octobre, mais non. Il se dit, il se passe quelque chose. Ce que j'avais essayé de penser, mais je me suis retiré parce que c'est Mussolini, donc machin. Mais ça, c'est-à-dire que cette boucherie à l'échelon européen a provoqué une réaction des gens qui étaient envoyés dans les tranchées, etc., à l'assaut les uns des autres, etc. Et c'est une nouveauté formidable, mais c'est après l'histoire, c'est l'histoire. Il se passe ce qui s'est passé, mais on ne peut pas dire que c'est pas un truc formidable que les ouvriers et surtout les paysans soldats, parce que c'est quand même essentiellement les paysans soldats, c'est la masse de l'armée du tsar,
qui disent non. Non. Voilà. On veut la paix. Et d'abord les femmes, toutes premières, c'est les femmes en février, hein, la paix et le pain. Voilà. Et à Turin, en 17, il se passe un truc comme ça. Au mois d'août. En août 17. Il se passe un truc comme ça. Pareil, pas de pain. Voilà, les femmes, comme même pour la Révolution française, les premières qui disent les femmes. Et insurrection sur Turin. Voilà. Donc c'est ça qui le rend enthousiaste. Quoi. Voilà. Bon, après, il va effectivement, avec la suite du processus, penser que les bolcheviks sont les équivalents des jacobins français, se mettent à lire, parce qu'ils se mettent à lire Marx vraiment sérieusement, parce qu'en fait, il est beaucoup plus avant un lecteur des idéalistes néo-hegeliens, Crouch, Gentile, etc., ou des socialistes non marxistes français. Et là, il va penser que oui, il y a un espoir pour l'humanité qui est en train de se dérouler là-bas, en Russie. Et d'ailleurs, il a le pressentiment qu'à la fin de la guerre, il y aura deux géants, les bolcheviks et Wilson, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Il l'explique à un moment donné. Et alors justement, à propos de cette révolution russe, il semble, et je voudrais lire là aussi un petit extrait à propos de l'idée de dictature. C'est-à-dire qu'il pense que, la page 111, il peut y avoir l'utilité d'une dictature temporaire, y compris pour établir la liberté. Je le lis, la dictature est l'institution fondamentale qui garantit la liberté, qui empêche les coups de main des minorités factieuses. C'est une garantie de liberté parce que ce n'est pas une méthode à perpétuer. Alors ça, c'est toute la difficulté. C'est qu'elle se perpétue des fois. Et qu'elle permet de créer et de solidifier les organismes permanents dans lesquels la dictature se dissoudra une fois qu'elle aura accompli sa mission. Donc c'est le regard qu'il porte effectivement sur les débuts de l'histoire, enfin qu'on appellera soviétique d'ici peu. Oui, mais je veux dire, c'est pas le seul à penser les choses comme ça. C'est la dictature romaine. Hein. Même Marx, quand il dit la dictature du prolétariat, il pense à un truc comme ça. Il pense à un moment donné, il y a besoin de quelqu'un. Alors là, c'est pas un homme comme dans la tradition romaine, mais c'est un groupe social qui, parce qu'en face, ils sont forts, puissants et féroces. Donc, si toi, on n'a pas la capacité de les calmer, ils vont pas se calmer. Donc voilà. Donc, ils pensent ça. Oui. Je pense que c'est vraiment. Alors, si on regarde, même Lénine écrit ça dans l'État et la Révolution. Hein. Après, le processus va être complexe. Hein. En Union soviétique. Mais tu notes bien que Lénine, dès qu'il peut, il dit on fait une retraite. Il appelle ça vraiment, enfin dans les traductions en français, mais il dit faut qu'on batte en retraite là, parce que sinon on va se retrouver avec la même situation dans laquelle on a été en 1918. On a été obligé de faire la guerre aux paysans, et on ne veut pas faire la guerre aux paysans. On veut être allié avec les paysans. On veut que les paysans et le prolétariat soient unis, parce que sinon, on ne gagnera pas. Et donc, il fait une retraite, donc machine arrière, il met en place la nouvelle politique économique, la NEP, il permet, etc., contre l'avis de gens très radicaux et qui avaient sans doute des bonnes raisons, qui disent, mais comment, regardez, les NEP-men, donc les gens qui profitent de la NEP, ils ont des manteaux en fourrure, et les pauvres, les prolétariats des villes qui a fait la révolution. Bon, évidemment, je parle de Trotsky. Hein, je parle de Trotsky. Donc, contre cette ligne-là, il fait cette pause dans la révolution. Il faut un processus pas très long au regard de l'histoire. C'est pas très long. C'est donc de 21 à 28, et en 28, voilà, il y a collectivisation forcée de l'agriculture, voilà, mais c'est un autre parti, quoi.
Oui. C'est un autre parti. Hein. Et avant de revenir dans l'Italie d'après-guerre, restons justement par rapport à la question de la révolution bolchevique, parce que Gramsci va en Russie bolchevique, il y séjourne quelques mois. D'ailleurs, au moment de l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il est en Russie, il n'est pas en Italie au moment de la marche sur Rome. Et son expérience sur place, enfin, c'est pas qu'elle calme ses ardeurs et ses enthousiasmes, mais il craint quand même les risques d'autoritarisme et des risques bureaucratiques qu'il sent percer dans le jeune pouvoir. Est-ce que je ne me trompe pas dans la perception qu'il a eue de son séjour en Russie ? Alors, non, tu ne te trompes pas, mais c'est vraiment... Voilà, il y va comme fonctionnaire de l'Internationale communiste. Hein. C'est-à-dire qu'il est nommé, il est représentant du Parti communiste d'Italie dans les instances dirigeantes de l'Internationale communiste. Voilà. Alors, c'est l'endroit où les masses populaires ont fait la révolution. Donc jamais il va écrire, jamais, même en prison, dans lequel il y a vraiment, si on décrit, il ne faut pas beaucoup pour décrypter les critiques dans les cas de prison, donc plus tard. Mais à ce moment-là, il y a des notations du genre au plénum, c'est tout, il y a trop de bureaucrates, ils écoutent que les bureaucrates, ils sont pas en rapport avec les masses, etc. Et donc ça, il y a des trucs très clairs dans les lettres qu'il envoie au parti en Italie. C'est très clair. Il a senti ça. Et il va le sentir voilà, de plus en plus. Et bon, on aura l'occasion d'en parler puisque tu avances chronologiquement. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais c'est clair qu'il a déjà senti qu'il y a déjà des passages de lettres. Alors, nous, on a un peu insisté là-dessus parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Hein. Pour lui, c'était bon, des notations. Voilà. Et tout dans le cadre d'un enthousiasme quand même général, si tu veux, qu'il avait pour la révolution. Pour la révolution qui était en train de se faire et les difficultés que c'était de faire ça. Donc il y est les dernières années de Lénine. Après, Lénine est déjà pas en très bon état et après 22. Voilà, il va mourir bientôt. Et voilà. Mais il y est au moment où la ligne développée par Lénine, c'est donc la nouvelle politique économique, le front unique, l'alliance du prolétariat et des masses paysannes. Et il dira, en particulier, quand il va réfléchir sur le concept fondamental chez lui d'hégémonie, et je dis bien d'hégémonie et pas d'hégémonie culturelle, on discutera peut-être de ça tout à l'heure, on en parlera, oui. Mais d'hégémonie, il dit, moi j'ai trouvé ce concept dans l'idée léniniste de l'hégémonie du prolétariat qui signifie l'alliance du prolétariat avec les ouvriers, avec les paysans, pardon. Voilà. Et donc voilà. Alors, juste, je vais faire un tout petit retour en arrière, bien sûr. Parce que là, malgré tout, faut en dire quelques mots. En Italie, en 1920, en 1919-1920, et en particulier à Turin, il se déroule des choses qui sont très importantes pour lui et pour le mouvement ouvrier en général, mais qui sont une grande grève générale en avril 1920 et un moment d'occupation des usines avec production en septembre 1920. Et là, lui et son journal qu'il a créé avec les gens dont tu as parlé tout à l'heure, voilà, Taras, Catoliati, Terracini, les gens comme ça, mais qui est devenu un truc voilà, en liaison avec les ouvriers turinois, par l'intermédiaire d'un truc assez simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, mais est-ce que soviet, c'est un mot juste russe? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas traduire en italien cette idée du soviet? Et il y a cette idée, donc il faut faire des élections, déléguer l'atelier et faire des comités d'usine. Et c'est ces comités d'usine qui vont être le noyau
de ce moment qui est quand même, il n'y en a pas eu beaucoup, des trucs comme ça en Europe, occupation des usines à production. Dans les usines Fiat et dans les usines de métallurgie de Turin, il y a ça pendant un mois. Voilà. Bon, après, voilà, ça dure un mois. Hein, ça dure un mois, mais c'est l'idée qu'il a le différencie de la réflexion syndicaliste, que les ouvriers, on doit les concevoir non pas comme des salariés dont le rôle des syndicats, du coup, c'est de négocier les plus hauts salaires, les meilleures conditions, etc., mais comme des producteurs, c'est-à-dire des gens qui disent « nous pouvons être à la tête des processus de production ». Et c'est ça qui est dit. Et c'est évidemment une rupture très très grande avec toute une tradition, y compris à l'intérieur de leur groupe, l'Orge des Nuovo, quelqu'un qui a par ailleurs quelqu'un de très bien, qui s'appelle Angelo Tas, qui n'est pas d'accord avec ça. Hein, et voilà, et lui va développer cette idée-là. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça, parce que il va dire des choses après dans les cahiers sur le fait que, attention, il y avait une spontanéité du mouvement et il fallait accepter qu'il y ait une spontanéité du mouvement. Alors si vous trouvez beaucoup de responsables communistes des années 20-30 qui étaient pour la spontanéité, vous levez le doigt, parce que moi, à part un peu Rosa Luxembourg, je ne vois pas. Hein. Voilà. Il y a lui et Rosa Luxembourg. Voilà. Point. Spontanéité. Alors, il ne dit pas spontanéité, on laisse machin. Il dit spontanéité et on fait le travail politique qu'il y a à faire. Alors justement, revenons en Italie. Je prends une minute pour contextualiser justement cette période si riche et si importante à la fois pour l'Italie et pour Antonio Gramsci. 4 novembre 1918, armistice côté italien avec ce qui reste de l'Empire austro-hongrois. L'Italie fait partie des vainqueurs. Il y a les négociations internationales que je laisse de côté, ce qu'on a appelé la victoire mutilée. À mon avis, d'ailleurs, ça a été largement exagéré, mais enfin bref. Et par contre, vous avez en Italie, effectivement, une crise, je dirais, du système parlementaire libéral, l'émergence de nouvelles forces. Je pense en particulier à des partis nouveaux comme le Parti populaire, qui représente les masses catholiques, véritablement pour la première fois. Et puis, les occupations d'usines. Il y a effectivement ce Biennio Rosso pendant 2 ans où il y a, pour certains, l'espérance et pour d'autres, la crainte d'une révolution bolchevique en Italie. Et puis, vous avez un autre phénomène, évidemment, vous me sentez venir, c'est que en mars 1919, la création des faisceaux de combat par Mussolini à Milan, qui va devenir, en novembre 21, après organisation, le Parti national fasciste. Donc vous voyez bien que là, en 2 ans et demi, 3 ans, l'Italie connaît un contexte absolument bouleversé dans lequel, évidemment, vit en partie Antonio Gramsci. Alors, je voudrais avoir ton avis sur le regard qu'il porte sur le phénomène fasciste. Parce que quand on lit effectivement dans l'ouvrage les pensées de Gramsci, il est assez proche de beaucoup de personnes de la gauche italienne ou de ce qui va être le Parti communiste italien. C'est-à-dire que c'est un mouvement de la petite moyenne bourgeoisie qui est un instrument d'un capitalisme italien qui finalement en ferait son objet pour imposer l'ordre en Italie. Mais il m'a semblé, et on en a parlé tout à l'heure en prenant un verre, qu'il est... Oui, jus de fruits et café, pour rester lucide. Mais il me semble qu'il perçoit la question des occupations d'usines, l'impact révolutionnaire que cela peut avoir, peut-être d'ailleurs en l'exagérant un peu, mais bon. Mais alors, les campagnes, hein, parce qu'il m'a semblé qu'il était plus attentif aux phénomènes dans le monde ouvrier que les occupations qui ont eu lieu dans la plaine du Pô et d'ailleurs dans une bonne partie de la péninsule, dans le monde rural, où vous aviez des ligues rouges, socialistes, et blanches, catholiques, qui participaient à ces occupations en créant des coopératives rurales. Est-ce que là, on peut s'arrêter un peu sur son regard sur cette situation
si bouleversé? Alors, il comprend très bien. Vraiment, il comprend très bien. Et simplement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est un petit groupe, il faut bien voir. C'est 4. Ils sont quelques 4 étudiants, enfin 4 anciens étudiants devenus révolutionnaires et une centaine d'ouvriers, quoi. Avec une vraie présence dans les masses des usines, et en particulier dans les usines métallurgiques. Enfin, ils ne sont pas des millions, quoi. Et ils sont très isolés à l'intérieur du Parti socialiste italien. C'est-à-dire, il y a un autre groupe, disons, pro-Russie, pro-révolution russe, qui est à Naples, qui est avec Bordiga, Amadeo Bordiga, dont on parlait tout à l'heure, mais qui en gros se bat les flancs de l'organisation des délégués d'usine, tout ça. Parce qu'ils pensent que ce qui compte, c'est un parti discipliné et formé. Ouais. Bon. Alors, donc, ils envoient des gens. Ils envoient des gens dans les endroits où il y a les grèves, en particulier dans le Piémont, il y en a dans les rizières du Piémont. Et ils n'arrivent pas à accéder. Il y a un barrage du syndicalisme CGIL, parlons pas des. Il n'y a pas trop de ligne blanche, pareil. C'est plus vers la Vénétie. Mais en gros, ils sont bloqués. Après, quand il va réfléchir après, mais même avant d'être en prison, quand il va faire le congrès qui décide que voilà, c'est lui et leur groupe qui prend la tête du Parti communiste d'Italie. C'est un congrès qui a lieu en France, parce que bon, c'est déjà le fascisme, c'est en 1926, en janvier 1926, à Lyon. Alors en fait c'est à Bron, enfin bon, oui, bref. Mais maintenant c'est l'endroit. Et il va dire ça, il va dire c'est une des grandes faiblesses de notre expérience historique, c'est de ne pas avoir su, pas avoir pu, de ne pas avoir réussi à faire cette alliance. Et voilà, et c'est une responsabilité collective du mouvement socialiste italien, dont nous, qui ne se met pas à l'écart, oui, dont nous, on n'y est pas arrivé. Et l'autre grande erreur, c'est quand il y a eu tout le mouvement avec les attaques des coopératives, on n'a pas fait sortir les ouvriers armés pour aller les défendre. Et ils ont pu liquider l'une après l'autre les coopératives de la plaine du Pô. Et c'est une erreur énorme. Et un des autres trucs qu'il dit à ce moment-là, c'est tous les trucs du congrès de 1926, là, de Bron, le congrès de Bron, et de la Guillotière. Ils ont changé d'endroit entre les deux. Enfin, bon, bref. Il dit, mais il y a eu l'émergence spontanée d'une forme d'organisation militaire antifasciste pendant ces années-là. C'est les Arditi del Popolo. Alors, Ardito, c'est le nom des troupes de choc pendant la guerre. Bon. Et beaucoup de ces gens-là sont passés au groupe fasciste, mais pas tous. Parce qu'il y avait, voilà, donc, et en particulier, il y a eu un groupe à Rome, qui était le groupe des Arditi de Rome, avec un militaire, un lieutenant, évidemment, un petit lieutenant anarchiste, qui s'appelait Argo Secondari, que les fascistes ont massacré, vraiment, enfin bref. Et qui avait mis en place une forme d'organisation militaire pour résister, justement, pour faire ça, pour aller, ils attaquent, on y va. On va, voilà. Bon, le Parti communiste et sa direction de ce moment-là a dit non, il faut des groupes communistes. On ne peut pas aller dans un truc comme ça. Il y a des anarchistes, il y a des socialistes, etc. C'est pas possible. Voilà. Donc on l'a pas fait, sauf à un endroit. Alors, je vous le raconte parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon panthéon personnel. C'est à Parme, où quand il y a eu la dernière tentative de grève, qu'on a appelée la grève légalitaire pour empêcher le fascisme, juste avant la marche sur Rome. Oui, début août 22. Voilà. Et là, à Parme, il y a Balbo, qui est quand même pas le dernier des fascistes, il y a 10 000 fascistes et ils rentrent pas. Parce que dedans, il y a le peuple de Parme. Ils ont fait, il n'y a pas longtemps, excusez-moi, chaque fois que je parle de ça, c'est tellement beau que, voilà. Il y a des barricades partout,
faites par le peuple, les femmes. Et ils sont une centaine avec des fusils. Et ils empêchent les fascistes de rentrer. Voilà. Et le mec qui a fait ça, il s'appelait Guido Piccielli, qui a été après député communiste en même temps que Gramsci, qui est allé en Russie, évidemment. Voilà. Il a compris comment ça tirait. Il est parti, il est allé en Espagne. Il est mort au front en Espagne. 37, je crois. Ouais, et enfin bref, il est allé en Espagne, il voulait aller au POUM, pour te dire. Voilà, donc on lui a dit, ah non, quand même, faut pas déconner. Voilà. Et voilà l'histoire. Bon, donc voilà. Donc ils pensent tout à fait cette question-là. Ils pensent tout à fait cette question-là, mais ils ont échoué. Il dit, on a échoué, voilà, on a échoué. Ce qui est aussi extraordinaire, si j'ose dire, dans cette période, c'est que face à un fascisme qui effectivement est assez éclectique, d'ailleurs la composition sociale du fascisme n'est pas du tout unie, mais c'est l'incapacité qu'ont les forces antifascistes de proposer le début d'un front uni. Enfin, la gauche italienne se suicide, je dirais, à plusieurs reprises, c'est idiot de se suicider à plusieurs reprises. Mais enfin, quand on voit elle a l'incapacité de s'entendre, il y a donc la séparation socialiste-communiste dont on pourra peut-être parler, et puis, de l'autre côté, il y avait la force du Parti populaire, qui lui-même est très divisé, mais où il y avait aussi des vrais antifascistes, seulement... Pour un socialiste, peut-être, évoquer une alliance avec un catholique, mon Dieu, c'est le cléricalisme. Et pour le catholique, c'est l'homme du couteau entre les dents. Vous voyez, donc, le fascisme a su profiter aussi d'une formidable, d'un éparpillement façon puzzle, quand même, pour reprendre une expression des tontons flingueurs. Parce que on a le sentiment d'un paysage éclaté. Et l'apparition du Parti communiste... Bon, c'est pas qu'il y participe ou pas, c'est un phénomène historique important, mais on a le sentiment quand même que on est dans l'incapacité d'apporter une réponse au fascisme, ou en tout cas suffisante. Alors, oui, mais ça reprend tout à fait ce que je viens de dire sur le sentiment d'échec de tout le mouvement de gauche italien, qu'il a totalement. Il faut quand même pas oublier une petite chose, c'est que s'ils prennent le pouvoir, c'est quand même une décision de la monarchie italienne. C'est-à-dire que, voilà, donc sans la monarchie italienne, ils ne rentraient pas à Rome. Hein, la prise de Rome par les fascistes, c'est un mythe fasciste. Les fascistes sont arrivés devant Rome, il y avait 400 carabiniers, ils sont arrêtés. Jusqu'au moment où le pape a proposé un gouvernement Mussolini, où Mussolini est venu, parce qu'il le roi, le pape, c'est une autre histoire. Excuse-moi, c'est à cause de la démocratie chrétienne. Ouais. Le roi, le pape, il devait être dans le coup, mais bon. Alors, il vient, parce que lui, il n'y était pas. Hein. Il était à Milan. Oui. Voilà. Il vient à Rome en train, hein, et il y a le défilé glorieux de la Révolution. Mais donc, c'est même au-delà de la couronne, parce qu'il a une majorité au Parlement qui l'investit aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un phénomène là, il l'a pas. Qui fait... Non, là, mais il l'a pas. Après, quand il se présente quelques jours plus tard, enfin, il obtient le plein pouvoir du Parlement. Mais oui. Qui lui donne la majorité parlementaire qui. Alors, on ne rentre pas dans tous les débats. Non, mais d'accord, mais il y a bien, tu vois, ils n'ont pas gagné tout seuls, quoi. Oui, bien sûr. La monarchie a dit, on lui donne la majorité, et il a eu la majorité, mais je veux dire, il y a une décision d'alliance qui a tenu jusqu'en 1943. Hein. Oui. Ouais. Et alors. Avançons un peu, parce que je vois que l'heure aussi tourne et que je vais vous céder la parole. 1926, arrestation. Il est député depuis le 6 avril 1924. Il a été député dans le collège de Venise, si je ne me trompe. Et donc, il est député à Montecitorio. En 1924, il me semble qu'il y a une quinzaine de communistes. 14. 14 14, Et 14 communistes à Montecitorio.
il participe un peu aux travaux. Est-ce qu'on en dit un mot? C'est vrai qu'il va intervenir, il sera entouré de fascistes qui vont régulièrement l'interrompre, il va y répondre. D'ailleurs, il y a quelques pages assez intéressantes où il veut répondre aux interpellations, mais il perd du temps, il se fatigue. Et Mussolini qui a l'oreille là en pavillon pour essayer d'entendre ce que Gramsci explique. Bon. Mais comme tous les autres députés antifascistes, novembre 26, déchéance et arrestation. Et donc, c'est les dernières années de sa vie qu'il va passer en prison. Est-ce qu'on peut, alors évidemment, en quelques minutes, dire l'importance du fait que la prison a été pour lui, bon, le lieu de détention, bien évidemment, mais aussi un lieu de réflexion. C'est-à-dire qu'il a une formidable activité d'écriture, de réflexion, d'observation dans le cadre de sa vie de prisonnier politique. Et ça lui donne une dimension, alors je ne sais pas si le mot est bien reçu, mais pour la gauche italienne, de martyr, finalement. Parce que il va mourir le jour où on lui annonce qu'il est finalement libéré. Est-ce que tu pourrais justement, en quelques minutes, nous évoquer ces années de prison? Et puis, tant que j'y suis, est-ce qu'on peut dire aussi un mot quand même? Il a une vie privée, ce Gramsci. Il a eu ses amours, il a eu ses enfants. Est-ce qu'on peut aussi en dire un mot? Et puis, je vous cède la parole bien volontiers. Il est 19h, c'est pour ça qu'il nous reste, voyez. Bon. Je vais être rapide sur les amours, parce que voilà, c'est les amours, il arrive quand il est donc à l'international, il est en Russie, il est pas en bonne forme. Il faut penser que c'est quelqu'un, de toute façon, il a une terrible maladie qu'on lui diagnostiquera très tardive et qui explique le fait qu'il était bossu et très petit, etc. C'est qu'il a le mal de Potte, une tuberculose osseuse, plus je vous passe les trucs. Plus, évidemment, quand il arrive là-bas, il est plus l'épuisement de quelqu'un qui milite depuis... voilà, depuis en tout cas le début de la guerre, mettons, qu'il est à plein temps, il dort pas, il se nourrit mal, donc il est en burn-out, on dirait maintenant, voilà, burn-out politique. Il l'envoie dans un sanatorium qui s'appelle le Bois d'Argent, et là il y a une jeune femme qui est aussi dans le même état que lui, parce qu'ils sont tous dans cet état-là, je veux dire, après la Révolution, les années, voilà, pas à bouffer, tout ça, machin. Et donc cette femme parle italien. Et donc voilà. Et donc elle s'appelle Eugenia Schucht. C'est une des filles d'une famille d'opposants au tsar qui ont été exilés. Ils sont allés en Italie longtemps. Et donc il y a 3 sœurs. Une qui est restée en Italie, qui va jouer un rôle important quand il sera en prison. Parce que c'est elle qui va faire le lien avec lui et l'extérieur, le parti, etc. Qui s'appelle Tania, et puis la première qu'il rencontre, c'est Eugenia, qui est cette jeune femme, qui parle italien, donc voilà. Lui, il ne parle pas encore russe, donc bon, c'est normal, ils se voient, ils discutent, etc., machin, et puis elle a une sœur, qui est aussi, elle sait aussi l'italien, etc., voilà. Donc, il est amoureux des deux, puis voilà, et à la fin, c'est avec Giulia, la plus jeune des sœurs, qui va... alors, en fait, il ne va pas se marier, il va avoir 2 enfants, et après, ils vont envoyer, les Russes vont envoyer un certificat de mariage pour qu'il puisse avoir justement des gens qui viennent le voir en prison, qui doivent être des gens de sa famille, ça ne peut pas être d'autres gens. Voilà. Donc ça, c'est pour l'amour. Sa vie privée, tout de même. Giulia et Eugenia, et il aura 2 enfants. Un qui verra brièvement quelques mois à Rome, parce qu'ils vont venir, là, les 2 sœurs, mais après ils repartent. Et un deuxième fils qui est né à Moscou l'année où il va être arrêté. Et qui ne le verra jamais. Il ne le verra jamais. Donc un qu'il a vu 3 mois et un qu'il n'a jamais vu. Qui il entretient, il écrit, il y a plein de très belles lettres qu'il écrit à ses enfants, pour essayer d'être là quand même comme le père qui s'intéresse à eux, alors tu lui racontes ce que lui faisait quand il avait leur âge, etc.
Voilà. Mais bon. Et puis après, effectivement, ces années de prison, est-ce qu'on peut dire peut-être un peu les conditions de vie et surtout le fait que ça a été quand même extrêmement productif sur le plan de sa réflexion. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a profité, entre guillemets, de l'emprisonnement pour beaucoup réfléchir. Ah ben, voilà. Donc, je souhaite pas forcément à personne d'être mis en prison pour pouvoir réfléchir tranquillement. Non. Bon, en tout cas, de fait, il a pas tout de suite, donc il a arrêté en 26. Il a une longue période où il y a le procès, enfin, oui. etc., machin, où il peut pas travailler, il peut lire, il peut écrire des lettres, mais il peut pas travailler en prison. Ça dure jusqu'au moment où il est condamné définitivement. Il est condamné définitivement. Et quand il est condamné définitivement, c'est en 28, il va dans un pénitencier où là, il obtient en février 1929 le droit d'avoir ces fameux cahiers dont on parlait tout à l'heure. Et là, il commence à faire le travail de réflexion. Et alors, il y a plusieurs lignes, je dis très rapidement, puis après on vous laisse la parole et vous posez les questions que vous voulez. Mais il y a une grande ligne de réflexion sur la philosophie qui ne cesse pas de maintenir. Dès le début, c'est-à-dire dès 29-30, et ça va jusqu'au bout, c'est ces notes de philosophie. Et c'est une double réflexion sur la critique du néo-idéalisme hegelien, d'où il vient lui-même, de Croce, voilà, et la critique du marxisme, disons, déterministe et positiviste qu'il trouve chez celui qui est le philosophe de l'époque pour le parti d'Union soviétique, qui est Boukharine. Et donc il fait, ça c'est vraiment une des grandes lignes qui l'amène à dire, ce que je vous disais tout à l'heure en quelques mots, on doit concevoir la philosophie marxiste comme une philosophie indépendante, qui n'est pas le matérialisme, qui n'est pas l'idéalisme, mais qui a une philosophie de l'union de la théorie et de la pratique, avec cette conceptualisation qui est philosophie de la praxis. Évidemment, le terme, il le prend dans le Marx, les thèses sur Feuerbach, évidemment. Alors, voilà. Et il s'appuie là sur des lectures de Marx, etc., qui sont des lectures du Marx dont Althusser disait, ce Marx-là, c'est pas un vrai marxiste. Le vrai marxiste, ça commence avec la préface de 59 à la critique de l'économie politique. Et lui, il va chercher dans les thèses sur Feuerbach, la Sainte Famille, ces textes-là. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une des grandes lignes. La deuxième grande ligne, c'est la ligne de l'hégémonie. Et ça, je vous explique en quelques mots comment ça naît. Alors, vous avez déjà vu le point de départ qui était léniniste, l'hégémonie du prolétariat comme alliance et direction du prolétariat sur la masse des paysans, comme point nécessaire pour faire avancer la révolution. Mais comment ça démarre en prison? Ça démarre à un moment donné où il se passe un truc très important dans l'internationale communiste. C'est le congrès de l'internationale communiste qui marque la victoire de la ligne de Staline. Et il ne va plus y avoir grand monde, comme vous savez. Cette ligne, cette victoire-là amène l'opposition dite ouvrière, c'est-à-dire Trotsky, Kamenev, Zinoviev, à partir ou à être arrêté, etc. Bon, Trotsky part, il sera tué quand même, même en partant. Voilà. Mais cette ligne-là, c'est la ligne du 6e congrès de l'été 1928, qui est la ligne dite classe contre classe. Le capitalisme est en crise, il faut l'abattre. Et dans ce combat, aussi dangereux que le fascisme, il y a ce qu'ils appellent, c'est de la terminologie que vous avez peut-être un peu en tête, le social-fascisme, c'est-à-dire tout ce qui est socialiste, démocrate, machin, en fait, c'est comme les fascistes. Voilà. Et lui, quand il sait ça, il apprend ça
en prison parce qu'il lui envoie son frère en prison, comme c'est son frère, il a le droit d'aller le voir, avec le message, voilà ce qu'on est obligé de faire, etc., machin. Et là, avec ses camarades de prison, il développe un truc complètement orthogonal par rapport à cette position de l'Internationale et de son parti, qui est ce qu'il faut développer comme ligne, c'est une ligne antifasciste unie pour se battre pour une constituante républicaine. Alors, je veux dire, ça ne peut pas être pire. Voilà, tu fais l'alliance avec les sociofascistes, ça peut pas être plus contre la ligne de l'Internationale et de ton propre parti si tu dis ça. Et ça, il le théorise. Donc ça lui fait des troubles avec ses copains. Hein, je vous passe là-dessus, mais c'est important. Qui disent non, mais il est passé avec les autres là. Hein, il est passé avec Justicia Libertà, les socialistes qui restent, etc. Donc, il s'est mis lui-même hors du parti. La direction extérieure du parti dit bon, on verra plus tard, parce que quand même faire savoir que le principal dirigeant du parti n'est pas d'accord, donc ils disent rien. Ils disent non, mais c'est bien qu'il y ait les groupes en prison, mais c'est pas des cellules, donc elles peuvent pas exclure des gens. Hein. Donc voilà. Et non, ils sont. Toliat, il avait oublié d'être idiot, hein, je peux te dire. Mais voilà. Et là, il développe comme théorie, vous avez sûrement déjà entendu comme terminologie, nous sommes dans une période, et cette période naît après la période expansive de la révolution russe, et avec le choix de Lénine de faire la nouvelle politique économique, avec l'arrêt des révolutions en Hongrie, en Allemagne, etc. Donc elle naît autour des années 1921-22. Et c'est la situation dans laquelle on est, c'est on doit mener une guerre qui n'est plus une guerre de mouvement, mais qui est une guerre de position. Et dans la guerre de position, ce qui compte, c'est la lutte pour l'hégémonie. Et la lutte pour l'hégémonie, c'est une lutte politique, une lutte intellectuelle, une lutte culturelle, et c'est ça qu'on a amené. Voilà. Et ça, c'est vraiment le deuxième grand acquis. Et après, à partir de cette idée-là, il va développer ses idées sur comment il faut faire, c'est quoi la littérature là-dedans, c'est quoi le rôle des intellectuels là-dedans, etc. Toute une série de choses qu'on a entendues, qu'on sait un peu autour de Gramsci. Mais ça part de ça. C'est-à-dire, on n'est plus dans une période de guerre de mouvement, on est dans une période de guerre de position. Et la traduction politique de la guerre de position, c'est la lutte pour l'hégémonie. Donc c'est ça que je voulais simplement vous dire. Ces deux grandes lignes, redéfinir la philosophie marxiste et penser la question de la guerre de position et de l'hégémonie, de la lutte pour l'hégémonie. Je vais vous céder bien volontiers la parole, si vous la voulez. Sinon, j'ai d'autres questions, mais enfin, je préférerais que ce soit vous. Alors, Jean-Claude, j'ai une question. Ouais, si quelqu'un peut-être, non ? Sur la postérité de Gramsci. C'est-à-dire, bon, décès en 1937, le Parti communiste, d'après Seconde Guerre mondiale, c'est donc Palmiro Togliatti qui revient en 1944 de Moscou, que faire du défunt, si j'ose dire. Que faire du défunt ? Ouais. Non, mais bon, alors là, c'est une autre histoire qu'on ne traite que un peu sur la fin. Oui, c'est ça, on donne des éléments là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait en dire un mot ? Oui, bien sûr, on peut en dire un mot. Non, mais je veux dire, ils font de Gramsci, déjà un peu dit tout à l'heure, ils font de Gramsci un intellectuel italien léniniste. Voilà. Donc ils disent, voilà, il a écrit des livres, et donc ils regroupent thématiquement une partie de ce qu'il y a dans les cahiers, et ils font des cahiers, ils font des livres thématiques. Donc il y en a un sur je vous ai cité tout à l'heure celui sur la philosophie, celui sur la littérature, il y en a un sur Machiavel et la politique, il y en a un sur des notes qui s'appellent passé et présent. Voilà. Donc ils font ça. Et puis ils transforment ces lettres en
un succès de librairie. Ils lui font obtenir, c'est la seule fois dans l'absolu, que le prix, qui est le prix littéraire italien, qui s'appelle Premio Viareggio, est donné à un mort et à un recueil de lettres. Voilà. Ils lui font obtenir le prix, machin, au prix de... Alors, ils n'avaient pas tout, hein, c'est pas... mais il y en avait qu'ils avaient, qu'ils ne pouvaient pas mettre, quoi. Celle où, clairement, Gramsci exprimait qu'il n'était pas très content sur la façon dont on le traitait, il n'était pas très content dans la façon dont on lui écrivait de la part des dirigeants communistes en Italie, ça y est pas. Et ça y est même pas, donc ça c'est en 1947, ça y est même pas quand il y a la première édition où là ils ont presque tout. Bon, vraiment la toute dernière, elle vient de sortir il y a 2 ans, dans une grande collection italienne qui s'appelle I Millenni, qui est faite par le gars qui est le directeur de l'Institut Gramsci à Rome, hein, Francesco Giasi, avec un apparat de notes, etc., tout ce qu'on veut. Mais en 65, ils font noter 65, c'est une année après la mort de Togliatti. Et toute une série de choses qui ne se disaient pas tant que Togliatti était vivant. Et à mon avis, mais ça, j'ai pas les preuves de ça, mais à mon avis, il avait prévu que ça sorte après sa mort. Donc il avait mis en place un truc pour qu'il y ait les cahiers en entier, ils vont arriver en 75, qui est toutes les lettres qu'on avait. Alors, quand il y avait les trucs qui fâchaient, il n'y avait juste pas de notes et on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais ça y était. Les trucs sur... J'ai reçu une drôle de lettre, hein, vraiment une drôle de lettre qui m'a mis dans une rage folle. Una strana lettera che mi ha fatto inalberare. Et bon, on ne sait pas trop ce que c'est dans la note, on ne sait pas trop à quoi il fait allusion. Il fait allusion à une lettre d'un des dirigeants du parti en exil qui lui écrit et qui laisse entendre que, voilà, s'ils arrivent à le faire libérer parce qu'il est question d'un échange, là, vous allez voir ce que vous allez voir. Évidemment, les fascistes ne sont pas plus cons que lui, et donc ils ont compris pareil. Et donc, les tentatives d'échange avec du Vatican. Ou des prêtres qui étaient emprisonnés en Russie. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la première grande vague, on va dire, de Gramsci. Après, voilà. Après, ça se diffuse. Ça se diffuse plus ou moins facilement quand c'est des PC, quand c'est pas des PC. Alors, en France, par exemple, ça se diffuse difficilement. Parce que le Parti communiste français n'est pas très chaud avec le Parti communiste italien. Parce que là, du coup, Gramsci, c'est le Parti communiste italien. Et ils vont s'en servir, dans un premier temps, pour dire c'est un léniniste comme nous sommes des léninistes. Voilà. Mais... Et dans un deuxième temps, pour dire, mais voilà, en fait, l'eurocommunisme, déjà, lui, il avait compris. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, le PC français, ça les gonfle un peu, d'autant qu'ils ont, dans leur organisation de jeunesse, hein, l'Union des étudiants communistes, ils ont à un moment donné un bureau italien. Enfin, bon, bref. C'est des mecs qui sont pour le Parti communiste italien, donc ils restent pas longtemps, mais enfin, ils n'ont pas du tout envie que... voilà. Donc en fait, c'est des francs-tireurs qui font les... Hein, Robert Paris, qui est un franc-tireur, c'est un bordiste en fait, déguisé, mais, et qui fait l'édition d'écrits politiques assez large, traduite en français, qui fait une édition assez large, pas complète, mais assez large des cahiers de prison chez Gallimard, des écrits politiques aussi. C'est lui qui le fait. C'est pas le Parti communiste français. Et puis des endroits où ça se développe vraiment, c'est... en Amérique latine. En Amérique latine, c'est énorme, et encore maintenant. En Amérique latine et au Brésil, parce que bon, il faut quand même faire la distinction, mais il y a vraiment des gens lisent Gramsci, essayent de voir si les concepts qu'il a pensés peuvent être d'utilité pour penser la situation politique. Donc voilà. Et ça, c'est clair. Alors, voilà en gros. En France, on a assisté à une disparition du Gramsci de gauche, une apparition d'un Gramsci de droite qui est assez drôle. Donc je vais vous la raconter en 2 minutes, mais elle est drôle. Donc
ça vaut la peine de la raconter. Mais donc, à un moment donné, dans le Gramsci de gauche, il restait un penseur, je vais dire son nom, c'est vraiment un mec formidable, mais il est mort il y a quelques années, là, qui était André Tozzel, hein, qui a maintenu l'intérêt pour Gramsci, qui a organisé encore des thèses sur Gramsci, etc. Enfin bon, après, il ne voulait plus faire les thèses. Par exemple, Romain Descentes, qui n'est pas là, mais idéalement, il est là. Et Romain, il voulait faire une thèse sur Gramsci avec André Tozzel. Et André Tozzel m'a dit, mais non, tu vois bien, moi, plus personne, les philosophes, ils disent que je ne suis pas un vrai philosophe, etc. Machin, faut pas que tu fasses ça. Fais une thèse sur Croce. Et lui, il ne voulait pas du tout faire une thèse sur Croce. Et donc, il a dit à André, écoute, André, non, moi, je veux faire sur Gramsci. C'est pas sur Gramsci. Je retourne avec mes autres camarades et on fait du XVIe siècle. Voilà. Et il a fait une thèse du XVIe siècle. Et on s'est remis ensemble à faire Gramsci tardivement. Et pour dire, il n'y avait plus rien. Alors, en France, il y a eu un truc qui joue en trois moments. Le moment le plus évident, et après je ferai un coup en arrière, un coup en avant. Le moment le plus évident, c'est le colloque, j'allais dire le fameux colloque, pas si fameux que ça, mais enfin bon, le colloque organisé par le GRES, un groupement très réactionnaire avec Alain de Benoît, Vial, enfin bon. Et ils font ça quand le fameux colloque. D'abord, où? À Versailles, tiens. Pourquoi à Versailles? Bon, c'est un hasard, ils avaient une salle. Ils ont pris là. Ils font un colloque à Versailles, juste après la victoire de Mitterrand aux élections. C'est-à-dire, à la fin de 81, ils font ce colloque qui s'appelle « Pour un Gramsciste de droite ». Donc, tu lis le truc et tu vois qu'il y en a un qui a lu un peu Gramsci, c'est Alain de Benoît, et les autres, mais rien, ils citent tous les autres, ils citent Alain de Benoît citant Gramsci. Ils n'ont jamais lu Gramsci. D'ailleurs, lui-même, tardivement, dit non, mais ça a foiré mon coup. Moi, je voulais juste que les gens se disent, voilà, ce truc sur les intellectuels, l'hégémonie, tout ça, ça devrait nous faire réfléchir à nous. Regardez, la gauche, ça fait depuis 68 ils font leur travail intellectuel, culturel, etc. Et maintenant, ils arrivent au pouvoir. Ben, nous, il faudrait qu'on fasse pareil. Mais en fait, il dit, bon, c'était des fainéants, ils ne voulaient pas lire, et tout ça. Enfin, bon, bref. Ouais. Alors, un coup en arrière. Le coup en arrière, c'est Alain de Benoît. Avant de s'appeler Alain de Benoît, il avait un pseudo, il s'appelait Fabrice Laroche, et c'était un fasciste avec marqué fasciste dessus. Enfin, c'était pas marqué fasciste, c'était marqué Europe Action. Europe Action. Et qu'est-ce qu'il faisait en particulier dans ce groupe, c'était lui qui faisait les liens avec les Italiens. Et chez qui il allait voir? Chez un groupe qui avait déjà piqué le nom Ordine Nuovo, qui était le nom du journal de Gramsci. Ordine Nero. Eux, ils s'appelaient Ordine Nuovo. Ordine Nero è tutta un'altra cosa, che viene dopo. Là, ils font un groupe, ils avaient un journal qui s'appelait Ordine Nuovo, qu'ils ont créé très tôt, en 1956, avec l'aide de comment il s'appelait, Julius Evola, etc. Machin. Tous des anciens de la République sociale italienne. C'est lui, alors lui il était petit, il avait 17, 18, 19, 20 ans, mais maintenant il dit, non, mais quand j'avais 16 ans, j'étais à l'extrême droite. Ça a duré un peu plus longtemps, mais enfin bon, bref. Voilà. Et donc là, il comprend des choses-là qu'il va réutiliser après. Au moment de ce truc sur le Gramsciste de droite. Alors, ça foire son coup, mais les idées. Donc, un jour, quelqu'un souffle. On a une idée de qui est quelqu'un, quelqu'un souffle à Nicolas Sarkozy de dire, mais moi j'ai fait comme Gramsci. Bon, vous vous souvenez, 2007. 2007. Un mois après, un autre, Jean-Marie Le Pen, qui dit, alors je le cite, d'ailleurs, l'écrivain communiste italien Gramsci, dit comme ça, vous l'écoutez parce que c'est son discours du 1er mai. Expliquez bien que voilà, il faut faire le travail, machin, le travail politique, le travail culturel, etc. Et qu'après, on va gagner. Et là, on est en train de gagner la bataille des idées, donc on finira par gagner au coup d'après. Bon,
peut-être qu'un jour ça va marcher, parce que après ces successrices dans les deux ailes de la succession de Jean-Marie Le Pen, ont toutes les deux disent qu'elles sont des lectrices assidues de Gramsci, etc. Elles citent toujours les 3 mêmes citations, enfin même 2, enfin une, quoi. Et voilà ce qu'on a, quoi. Voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est le coup sur le gramscisme de droite. Jean-Claude, merci beaucoup.